Cette conférence va maintenant être enregistrée. Super, merci. Bonjour à tous et merci d'être venus assister à ce webinaire. Je vois que la jauge continue d'augmenter, mais bon, je vais commencer quand même par l'introduction pour ceux qui étaient déjà connectés avant. Oui, webinaire qui vise le label Calimeta et un public assez large, hein, parce que dans les connectés qui ont reçu donc l'invitation dans les adhérents du Club Biogaz, j'ai vu qu'on avait à peu près tous les collèges qui étaient connectés. J'en profiterai du coup, juste avant de commencer. Si vous pouviez éteindre vos micros, ceux qui sont par téléphone, parce qu'on a un écho là chez quelqu'un. Je pense que c'est bon. Donc, on éteint micro et caméra, hein, comme d'habitude. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, dans les connectés, vous êtes assez nombreux, hein. On attend une centaine de personnes environ. Donc, à la fois des constructeurs, des bureaux d'études, mais pas que, hein. On a, je crois, les régions aussi qui se sont connectées. On a des banques, des assurances. Je passe en revue progressivement. On a des associations qui sont là. Donc voilà, l'idée c'était de faire un petit rappel, une piqûre de rappel sur le label Calimeta pour ceux qui le redécouvriraient. Bonjour, éteignez bien vos micros. Pour ceux qui le connaissent déjà, c'est aussi déjà l'occasion de se remettre un petit peu les infos à jour, de voir où on en est aujourd'hui en 2021, soit un an après le lancement du label. Et enfin, voir aussi vers quoi on tend sur les années à venir. Est-ce que le label va changer? Et oui, quelles sont les évolutions qui sont attendues du point de vue de ce label? Évidemment, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez à la fin. Moi, je reste toujours disponible de toute façon pour répondre à vos questions par téléphone ou par mail. Je vous ai mis mes coordonnées à la fin, étant responsable, on va dire, du secrétariat Calimeta. Donc, c'est parti. Donc voilà ce qu'on va se dire un peu aujourd'hui. Je vais vous rappeler, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas encore, les origines du label, hein, pourquoi est-ce qu'il a été mis en place et porté par le Club Biogaz, quel est son contenu en son état actuel, quel est le point sur les labellisations en cours. On fera un petit point pour les potentiels candidats qui sont connectés sur les procédures de candidature et labellisation. Et enfin, je vous parlerai des évolutions des critères du label qui vont arriver à horizon 2022. Donc, pas pour tout de suite, mais il faut quand même s'attendre à ce que ça bouge un peu du point de vue du contenu du label. Donc, c'est parti pour l'origine du label et son contenu. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Calimeta, donc Calimeta, c'est un label qualité qui vise les entreprises qui sont des professionnels de la construction et de la conception des unités de méthanisation. Et ce label est tout jeune, hein, il est sorti en fin 2019 et il s'est vraiment déployé à partir de 2020. Pour autant, les discussions qui ont prévalu à sa mise en place, elles, sont un petit peu plus anciennes que ça parce qu'elles datent à peu près de 2015-2016 où le Club Biogaz a réuni un GT, un groupe de travail, qui a réfléchi à comment faire augmenter la qualité des prestations des professionnels de la méthanisation et in fine, du coup, la qualité aussi des unités de méthanisation, en évitant au maximum les écueils pour les porteurs de projets. Donc, l'idée, c'était vraiment de répondre à ces mots-clés que je vous ai mis, comment professionnaliser la filière, mettre en valeur les bonnes pratiques des constructeurs et concepteurs, rassurer aussi d'un autre côté les parties prenantes et les prescripteurs du label, hein, les assurances, les financements, les régions. Et surtout, parce qu'on est quand même sur une filière où les rôles de chacun n'ont pas été clairement encore définis, essayer de clarifier, de distinguer les rôles d'un assistant en maîtrise d'ouvrage, les rôles d'un constructeur, les rôles d'un maître d'œuvre en méthanisation. Donc, tout un vocabulaire qui existe dans le domaine de la construction, mais qui, une fois appliqué à la méthanisation, n'était peut-être pas si clair que ça. Donc, une des volontés de ce label, c'était d'essayer de clarifier ça. Et en fait, ce n'est pas toujours simple, hein. On en reparlera peut-être aussi dans les échanges à la fin. Mais on essaie de s'améliorer là-dessus. Ce qui fait que le label Calimeta a pris de l'ampleur, c'est qu'effectivement, l'ADEME a suivi. Donc déjà, l'ADEME a soutenu énormément le projet et a suivi en faisant entrer à partir de 2021 le label
ou l'engagement dans la démarche qualité du label, hein, étant donné qu'on a eu quelques difficultés sur l'année 2020 à 2021 pour le mettre en place dans les entreprises, donc pour avoir des subventions, ou une démarche qualité équivalente qui reste à leur appréciation. Donc, les ADEME régionales ont repris Calimeta dans les appels à projets. Également, certaines agences de l'énergie. Et l'idée était aussi, derrière, je vous disais, de rassurer banques et assureurs qui, aujourd'hui, commencent à connaître le label Calimeta et à le regarder comme un élément aussi qui peut être déterminant dans les conditions d'attribution de subventions, de financement et assurance. Donc voilà, on veut le faire monter en puissance et puis on veut continuer surtout à l'améliorer derrière pour rassurer la filière d'une manière générale, assurance et autres. Donc, qui est concerné par ce label Calimeta? Alors, certains qui ont déjà candidaté, je ne vous apprends rien, mais pour d'autres, peut-être que vous allez le découvrir. Donc, je vous disais, c'est vraiment les professionnels qui interviennent dans la conception et la construction des unités de méta. Donc, c'est ceux que je vous ai mis en vert. Donc, ceux qui interviennent à la fois dans la phase amont et dans la phase de construction, donc ce qu'on appelle les assistants en maîtrise d'ouvrage, qui ont un rôle de conseil essentiellement, mais également donc les maîtres d'œuvre qui se spécialisent dans la méthanisation, et enfin les constructeurs ou titulaires de l'eau, donc qu'ils soient process méta, valorisation. Et il y a un autre type d'acteurs qu'on commence à voir sur le marché, c'est ceux qui sont contractants généraux, qui se disent aussi ensembliers aux clés en main, donc qui font l'intégralité, qui livrent l'intégralité de l'unité de méthanisation en assurant leur propre maîtrise d'œuvre, que ce soit en interne ou par de la sous-traitance. Donc voilà aujourd'hui qui cible Calimeta. Et puis vous voyez qu'en bleu, moi je vous ai mis plein d'autres métiers qui auraient pu être ciblés, qui pourront l'être peut-être plus tard si le label continue de s'étendre, notamment sur les études de préfaisabilité. Ça peut être aussi le poste d'injection, la façon de gérer et de faire les analyses de digestat, la phase exploitation aussi évidemment, et enfin la maintenance et l'assistance technique. Et la maintenance, on en reparlera parce que dans les évolutions du label, on a essayé progressivement de la prendre en compte. Donc, qui a travaillé sur Calimeta? Je n'ai pas pu vous mettre toute la liste du GT Calimeta parce que pour le coup, elle était assez longue. Mais dans l'idée, hein, les travaux sur la partie technique ont été menés par le club Biogaz qui a mandaté l'entreprise CH4 Process pour son expertise technique, donc qui a proposé les critères. Et ces critères sont proposés et revus par un GT, ce qu'on appelle le comité d'amélioration du label, auquel participent des constructeurs, des AMO, des bureaux d'études, des avocats, etc. L'ADEME est également présente. Je vous ai mis quelques-uns des gestionnaires de réseau aussi, et l'AMF, entre autres. La liste est beaucoup plus longue que ça. On a aussi nos 3 organismes certificateurs, donc l'AFNOR, Bureau Veritas et SGS, qui participent à ces comités. Et enfin, on a des représentants des collèges banques, assurances, donc je vous disais avocats, que vous avez listés à l'écran. Si jamais j'en ai oublié certains, veuillez me pardonner. Donc voilà, nous sommes à peu près une 50aine de personnes. Je pense qu'en 2017-2018, c'était à peu près la même chose. Et l'idée, c'est de discuter des critères, de voir comment justement faire rentrer de nouveaux critères qui soient en lien avec la réglementation, parce que vous avez certainement vu qu'elle a énormément changé ces derniers temps, et voir comment le label permet aussi d'aller plus loin que la réglementation. Donc, les critères qui sont aujourd'hui en application dans la grille existante, ce que j'appelle les critères 2020. Il y en a 81 en tout. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez candidater à Calimeta sur toutes les activités possibles, AMO, maître d'œuvre, constructeur, etc., vous avez 81 exigences auxquelles répondre. Pour autant, c'est rarement le cas. Hein. Souvent, les candidats se positionnent sur une activité, voire 2. Donc, vous avez un sous-lot de ces critères auxquels répondre, 50, 60, 70 critères. Et vous voyez qu'ils sont assez variés. Hein. Certains vont toucher la façon de mettre en place le business plan, l'ingénierie financière, l'ingénierie contractuelle, donc la façon de rédiger les contrats, ce qui doit apparaître dans les contrats, les assurances, la sécurité et maîtrise des risques, et enfin toute la partie technique qui est véritablement propre à Calimeta, hein, qui ne se retrouve pas dans d'autres types de certifications qualité, typiquement l'ISO 9001, sur lequel c'est énormément basé et inspiré Calimeta dans sa façon, dans sa philosophie, on va dire. Mais on a vraiment des critères qui sont très techniques et propres à la méta, donc qui touchent le génie civil, l'électrique, le mécanique, l'agro, la biologie
Et enfin, on retrouve à la fin des critères qui touchent au management de projet, donc là aussi qui s'inspire de l'ISO 9001, et à la façon dont l'entreprise va gérer son système qualité. Dans Calimeta, on reste vraiment sur un label entreprise et non pas un label qui va s'appliquer au site de méthanisation. Il n'y a pas de déplacement sur site des auditeurs. C'est une démarche qualité de l'entreprise qui, in fine, doit avoir répercussion sur la qualité des projets sur le terrain. Mais pour le moment, pour des contraintes tout simplement techniques aussi, parce qu'on a des auditeurs qui sont des auditeurs qualité et pas des contrôleurs techniques qui se déplacent sur site, on reste sur ce type de label-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se plonger dans la grille et qui voudraient un petit peu savoir ce qu'on peut demander dans Calimeta. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Ce sont évidemment des extraits et je vous invite, si vous voulez plus d'informations, à télécharger la grille qui est sur le site internet, qui est un format Excel qui peut faire un peu peur, qui est assez lourd, mais qui, pour le coup, est assez complet. Donc, on leur demande des engagements sur les contrats. Par exemple, on demandera à un assistant à maîtrise d'ouvrage, là encore, on va définir ses missions, de rédiger le cahier des charges constructeur. Il doit aider au montage financier et juridique du projet. Il a véritablement une mission d'assistance, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé orienter a priori sur un process de méthanisation particulier. Il doit pour cela attendre les propositions techniques des constructeurs et il doit s'assurer, une fois les réponses constructeurs obtenues, que le programme de construction est effectivement complet. Donc, ce sont des choses qui peuvent sembler évidentes pour certains et qui, en fait, pour d'autres, ne le sont pas du tout. Et il y avait véritablement besoin d'harmoniser les pratiques là-dessus. Pour un constructeur, donc ce qu'on appelle un titulaire de l'eau, on lui demande dans ses contrats de prévoir les modes opératoires de réception, d'inclure les PV de réception. Il doit être responsable de ses équipements tant qu'il n'y a pas eu réception des ouvrages. Donc, ça aussi, ce sont des bonnes pratiques qu'on impose dans Calimeta. Et on lui demande de s'engager au moins sur un prix forfaitaire, sur un délai de livraison, et il est évidemment responsable des délais de livraison de son lot. Donc là, pareil, des bonnes pratiques qui sont mises en évidence. Si on regarde un petit peu des engagements sur les conduites de projet, donc c'était les critères qui étaient sur la fin, là, les critères K, on va demander au candidat labellisé vraiment de s'assurer de la bonne communication auprès de son maître d'ouvrage, auprès du client. Encore une fois, le label a été créé surtout pour les maîtres d'ouvrage, pour les rassurer, pour assurer une bonne communication avec les intervenants sur le chantier. Et donc, dans Calimeta, il y a plusieurs critères qui font référence à ça. Typiquement, la satisfaction du client, donc du maître d'ouvrage, doit être en permanence mesurée. On va demander de faire des points avec le client à une certaine fréquence. Ce qui permet aussi, in fine, on l'espère, en engageant un dialogue un petit peu plus poussé, de limiter certaines incompréhensions qui peuvent générer derrière des litiges. On lui demande de contrôler la conformité de ce qu'il livre, évidemment, au vu des engagements contractuels, des prescriptions réglementaires, donc typiquement d'avoir une checklist où il doit vérifier que la réglementation est bien appliquée, qu'il a bien répondu à tout ce qu'il y avait dans les contrats, etc. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans une démarche très qualité. Pour ce qui est du technique, on demandera par exemple à un constructeur d'avoir, lorsqu'il conçoit sa chaîne de gestion du biogaz avec son outil, d'être capable de gérer les différents dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir. Donc, il doit y avoir un dispositif de surveillance pour les fuites, une capacité de stockage de biogaz suffisante et obligatoirement un organe de destruction du biogaz, qu'il s'agisse d'une torchère ou chaudière, dont le démarrage est asservi au remplissage du gazomètre. Sous-entendu, une torchère qui doit quand même être à pilotage automatique. Donc, voilà à peu près ce que l'on peut demander dans Calimeta. Encore une fois, c'est un extrait de 4 critères sur 81. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres renseignements à aller voir la grille, encore une fois. Donc, je vous disais que ce label a 1 an et les candidats s'y sont mis progressivement. Moi, j'ai échangé avec pas mal de candidats au cours de l'année 2020. Il y a encore de nouveaux candidats qui souhaitent s'engager sur 2021. Et si on fait un petit peu le point sur les labellisations en cours, nous avons aujourd'hui 13 labellisés. Donc, la liste est disponible sur le site internet du Club Biogaz. Vous voyez ici les entreprises labellisées. J'ai essayé de le localiser en fonction de leur siège. Certaines ont plusieurs antennes, mais au moins le siège est localisé. Les activités sur lesquelles ils ont été labellisés. Donc, typiquement, ça peut être intéressant pour les régions. Je pense que certaines y vont déjà. Pareil, assureur, banque, pour avoir une information sur qui a obtenu son label et quand.
et surtout quand est-ce qu'il expire. Parce que le label est valable pour 3 ans et ensuite on doit réintégrer un cycle de labellisation, j'en reparlerai à la fin. Donc cette liste est mise à jour tous les 2 mois. En gros, je suis le rythme des commissions de labellisation et je rajoute les nouvelles entreprises qui ont été labellisées. Donc vous voyez qu'ici la dernière mise à jour date de mars 2021. Vous allez me dire 12, vous pensez peut-être 13, c'est pas beaucoup. Pour autant, des gens qui souhaitent s'engager, il y en a plus que ça. Et donc, sous la liste des entreprises labellisées, vous trouverez la liste des entreprises qui sont engagées dans la démarche. Donc là, attention, c'est qu'un extrait, vous n'avez qu'une copie d'écran de ce qui apparaît. Je les ai classés par ordre alphabétique. Donc, si vous allez sur le site, vous ferez défiler la liste. Et donc, ce sont les entreprises qui m'ont demandé une attestation d'engagement. Je vous ai fait la petite copie à côté. Donc, si vous souhaitez savoir si un constructeur, un bureau d'études est en cours de labellisation et comment il a échangé avec le Club Biogaz, donc il s'est fait connaître, moi je l'ai bien identifié, vous pouvez demander s'ils ont une attestation d'engagement dans la démarche Calimeta. Et cette attestation dit que globalement, il faut que le label soit obtenu au cours de l'année 2021. Pour revenir sur les délais, initialement, l'ADEME avait conditionné l'attribution de ces subventions, entre autres, au label qui devait être obtenu à la fin de l'année 2020. Dans les faits, il y a eu un décalage d'1 an. Je pense que vous savez tous pourquoi. Donc, on a en gros une centaine d'entreprises qui sont référencées et qui sont prêtes à s'engager pour 2021 dans la labellisation. Donc, j'ose espérer que je vais pouvoir transférer le nom des entreprises engagées dans la démarche à la liste des labellisés très prochainement. Pour ce qui est de la procédure de candidature et labellisation, donc là, ça s'adresse peut-être plus aux candidats potentiels. La première chose à faire, s'il vous plaît, si vous hésitiez à rentrer dans la démarche Calimeta jusqu'à présent, c'est déjà de nous contacter, donc de me contacter. Pour qu'on puisse échanger et pour qu'on puisse savoir ensemble, parce que ce n'est pas toujours simple pour les candidats, de savoir sur quelle activité candidater. Vu qu'on est encore une fois sur un vocabulaire très spécifique avec des critères spécifiques, donc ce n'est pas toujours simple de savoir si on se positionne sur un lot ou un autre, si on est contractant général ou plutôt maître d'œuvre. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Une fois que ça c'est fait, vous avez plusieurs choses à faire. Vous avez le site internet du Club Biogaz qui est à votre disposition, sur lequel vous trouverez tous les documents relatifs au label. Donc déjà les règles du fonctionnement de Calimeta, parce que c'est cadré par un certain nombre de règles on essaie tous de respecter dans la manière de mener les audits, dans la manière de chiffrer les audits aussi, dans la manière de gérer derrière les labellisations. Donc je vous invite à les télécharger et à les lire. Vous avez un dossier de candidature à remplir, la grille en format Excel qui vous servira de base, vous aussi, pour vous auto-évaluer, auto-évaluer votre entreprise. Et enfin, ce que vous pouvez faire, c'est contacter les 3 organismes d'audit tels qu'ils sont référencés sur le site internet pour leur demander des devis et savoir ce qu'ils vous proposent comme prestation. Donc, les 2 choses très importantes que je voulais dire dans ce webinaire pour les candidats potentiels ou ceux qui sont en cours de candidature, dans le dossier de candidature, il y a beaucoup de documents à renseigner en plus. Et je vous ai fait une petite copie d'écran tout à l'heure de la liste des documents à joindre au dossier de candidature. Elle est très longue, mais il faut absolument qu'il soit le plus complet possible pour que derrière l'analyse de la recevabilité de votre candidature par un organisme d'audit soit fluide et rapide. On l'avait chiffré initialement à 0,5 jours. Dans les faits, des fois, ça déborde sur 1 semaine parce que les auditeurs ont un peu de mal à récupérer certains documents de la part des candidats. De même, la grille Calimeta vous sert à réaliser un audit interne. Donc, l'audit interne, c'est bien regarder, déjà vous évaluer par rapport à la grille, dire critère par critère, on le fait ou on ne le fait pas. Et à partir de là, derrière, se dire, bon, si on ne le fait pas, comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Donc, comment est-ce qu'on planifie nos actions? Le plan, c'est le vocabulaire des auditeurs, c'est plan, do, check, et derrière, il y aura le acte, on met en place. Ensuite, on met en place des procédures pour répondre à ces critères. On vérifie que les procédures sont bien appliquées par tout le monde et qu'elles sont fonctionnelles. Et si elles ne le sont pas, on met en place des actions correctives en se disant « Ok, cette procédure ne fonctionne pas, pourquoi et comment est-ce qu'on peut l'améliorer ?» Et donc, c'est très long, un audit interne, en fait. Ça ne prend pas 15 jours, sauf si vous avez un système qualité qui fonctionne super bien. En réalité, ça prend entre 2 voire 6 mois quand on démarre vraiment de zéro en termes de qualité.
Alors, ce que je vous disais pour le dossier de candidature, c'est ça. Là, j'ai essayé de vous le mettre à l'écran et encore tout n'apparaît pas. C'est qu'il y a beaucoup de choses à joindre à ce dossier de candidature. Typiquement, la grille d'audit, pour montrer que vous l'avez bien complété, que vous l'avez prise en compte et que vous avez fait un audit interne. Le dossier qui sera à compléter. Et enfin, les extraits d'inscription au RCS, le CABIS, les attestations d'assurance qui couvrent vos activités, décennales par exemple, les organigrammes, etc. Puis ensuite, tout un ensemble de documents qu'on a aussi proposés dans le dossier de candidature et qui sont soit à remplir, soit à signer. Mais donc, ça peut être assez lourd. Les déclarations comptables, ce genre de choses, quoi. Donc, voilà, prendre du temps pour remplir le dossier de candidature et s'assurer que tout y est, c'est du temps gagné pour l'auditeur et c'est aussi, du coup, un devis certainement allégé pour vous. Pour ce qui est de la grille Calimeta. Donc là, je vous ai fait un petit extrait de la grille. Donc, il faut savoir qu'on a tous les critères qui sont listés à gauche. Donc là, vous n'avez pas les colonnes entre B et O, mais globalement, c'est les critères. Et ensuite, il y a toute la partie droite de la grille qui est utilisée soit par l'auditeur qualité interne de l'entreprise, soit par l'auditeur externe d'SGS, Veritas ou l'AFNOR. Et en fait, servez-vous-en comme un véritable outil d'audit de cette grille. Utilisez-la comme un auditeur le ferait pour vous aider à vous guider dans la démarche Calimeta. Donc, par exemple, quand vous faites un audit interne, je vous l'ai rempli à peu près, le premier critère qu'on vous demande, c'est d'avoir une revue de direction basée sur la grille Calimeta. Et donc, à vous de voir si vous le faites ou vous ne le faites pas. Est-ce que le document qui atteste de la revue de direction est présent ou absent? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est présent mais peut-être pas utilisé? Est-ce qu'il est absent et de fait, comme je l'ai indiqué, pas utilisé? Comment vous vous évaluez? Est-ce que vous pensez que c'est une faute grave, ce qu'on appelle une non-conformité majeure par rapport au référentiel Calimeta? Est-ce que vous pensez que, globalement, ça ne met pas en péril non plus le fonctionnement de la structure, donc c'est plutôt une non-conformité mineure ou alors une piste de progrès? C'est vraiment à vous de vous positionner. Et ensuite, voilà, de voir ce que vous pouvez mettre en place derrière. Donc, le act plan est doux pour justement pallier au fait que initialement, vous aviez noté un écart en tant qu'auditeur qualité interne. Peut-être pour anticiper certaines questions, le distinguo entre une non-conformité majeure et mineure appartient véritablement à l'auditeur. Ce sont des auditeurs qui sont aguerris, ce sont des auditeurs qualité, donc ils sont capables de dire ça c'est du majeur parce que c'est grave, avec ça en fait vous mettez votre structure en péril, le chantier risque de mal se passer. Typiquement, oui, dans la revue de direction, il n'y a pas de prise en compte des litiges, il manque la moitié des assurances, vous n'avez pas souscrit d'assurance, vous ne faites pas de réception des installations, là on est sur du majeur. Si par contre, c'est plus de la non-conformité documentaire, par exemple, vous faites une réception, mais les PV de réception ne sont pas systématiquement archivés. Ils sont vus par le client, mais il a oublié de les signer quelques fois, et puis c'est pas grave, vous considérez que c'est fait. Là, on est plutôt sur du mineur. Donc, à vous aussi d'évaluer en tant qu'auditeur à qualité interne, on va dire, référent Calimeta, si la faute vous paraît très grave ou non. Pour ce qui est de la labellisation, donc l'audit Calimeta dure 2 jours. L'idée était de dire qu'il y a un projet à minima qui a été réalisé du début à la fin qui va être regardé sur l'intégralité de la grille, plus derrière un échantillonnage de certains projets qui seront regardés sur certains critères aléatoirement. Donc ça, c'est le cas, on va dire, le cas d'école. Après, il y a aussi des candidats qui, des fois, n'ont pas encore de projets qui sont arrivés à terme. Donc, dans ce cas-là, les règles changent avec les auditeurs et c'est à discuter en amont. Peut-être que vous aurez un audit initial qui sera plus court, mais derrière, une phase de surveillance à 1 an et demi qui sera aussi plus alourdie. Donc, à prendre en compte aussi. Suite à cet audit, donc l'auditeur va remplir la grille exactement comme je vous l'ai montré. Il va dire vous êtes sur des non-conformités, majeures, mineures, des points forts, des pistes de progrès. Il va rédiger un rapport qu'il nous fait passer à nous, Club Biogaz. Moi, mon rôle, c'est de vérifier que derrière, le rapport est anonyme, c'est-à-dire que l'entreprise, le nom de l'entreprise, tout élément qui permet de trop bien l'identifier n'apparaisse pas. Et je fais passer ce rapport anonyme au comité de labellisation qui va se réunir lors des commissions tous les 2 mois pour statuer sur la labellisation ou non des candidats. Donc, vous avez l'avis de l'auditeur qui, lui, va émettre un avis sur la labellisation et puis, in fine, vous avez quand même cette commission de labellisation qui va aller soit dans le sens de l'auditeur, soit qui peut dire aussi, en fait, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec l'auditeur et voilà pour quelle raison.
Donc, globalement, toute cette phase-là de rédaction du rapport d'audit, transmission au comité de labellisation, enfin, moi, Club Biogaz, puis au comité de labellisation, ça prend environ 2 mois, sachant qu'il y a une commission tous les 2 mois. Il y a quand même un délai incompressible que nous, on ne maîtrise pas, c'est la durée de rédaction du rapport d'audit après l'audit, hein, évidemment. Donc, dans ce comité de labellisation, qui est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? On a essayé de prendre des instances assez neutres et transversales. Donc, il n'y a pas de constructeur, il n'y a pas d'autres bureaux d'études. Aujourd'hui, on a donc l'ADEME, on a 2 représentants de l'AMF, 2 représentants de l'AFG, 2 représentants de BPI France, le président et le délégué général du club Biogaz et 2 représentants de la FNCCA. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, ce comité de labellisation, hein? Très concrètement, d'un point de vue secrétariat basique, mais pour que vous sachiez un petit peu, nous, avant la commission de labellisation, je reçois les rapports et jusqu'à 15 jours avant, je les fais passer au comité de labellisation qui me répond par mail en disant on est d'accord, on n'est pas d'accord, on trouve qu'il y a trop de non-conformité mineure, etc. On se réunit, on fait une synthèse de tout ça, on débat éventuellement s'il y a des cas à débattre. Et ensuite, on remet notre avis à chaque candidat, labellisation, non-labellisation. Donc, et c'est valable, voilà, pour tous les 2 mois. Donc, la prochaine commission aura lieu le 16 avril, donc c'est la semaine prochaine. Donc, on va traiter tous les dossiers qui ont été reçus depuis le 26 février. La prochaine, ensuite, derrière, sera en juin, puis septembre, novembre, décembre, etc. Et j'insiste bien sur le fait, c'est très important pour nous, je trouve, de dire que les rapports sont anonymisés. Dans la mesure où certains membres du comité de labellisation pourraient connaître les entreprises et avoir des avis a priori. Donc, on a tenu à avoir une procédure d'anonymisation. Donc, ce que je vous disais, c'est que le comité de labellisation peut ne pas être d'accord avec l'avis de l'auditeur. Hein, ça peut arriver si, par exemple, il y a trop de non-conformité mineure. Exemple, trop de non-conformité qui toucherait à des critères techniques ou de la sécurité et maîtrise des risques. Donc, l'auditeur dit bon, ça reste mineur, donc moi, je pense qu'ils peuvent être labellisés. Le comité de labellisation se réserve quand même le droit de dire nous, on attend des preuves supplémentaires, au moins des actions correctives qui disent bon, on a prévu de lever ces non-conformités-là dans les 2 semaines qui suivent ou dans le mois qui suit. Donc, voilà, ce n'est pas parce que vous avez un avis favorable dans le rapport d'audit que, in fine, il y aura forcément labellisation derrière. Ça, j'insiste bien là-dessus. Mais bon, globalement, ça reste quand même assez rare. Donc, ce que je vous disais, c'est que le label s'attribue pour 3 ans. Vous allez recevoir, si vous êtes labellisé, votre logo Calimeta, le règlement d'usage de la marque et votre certificat de labellisation qui vaut pour 3 ans donc. Et suite à cet audit initial, vous allez avoir un audit de surveillance. L'idée de l'audit de surveillance, c'est bien d'avoir un audit qui vient regarder votre amélioration continue. Le principe même de Calimeta, c'est les non-conformités qui ont été relevées la première année, est-ce qu'elles sont toujours présentes? Oui, non. Est-ce que ça s'est empiré? Est-ce que ça s'est amélioré? Et éventuellement même, est-ce qu'on peut re-regarder de nouveaux projets avec la grille de critères pour voir un petit peu ce qui a été fait depuis. Une fois que cet audit de surveillance est passé, on passe sur un audit de renouvellement. Donc, ça repart pour 2 jours d'audit complet avec dossier de candidature à l'appui, etc. Vous avez possibilité de changer d'auditeur en cours de route, hein, entre l'audit initial et de renouvellement. Certains choisissent de le faire aussi pour la surveillance, pour avoir des regards croisés sur leurs pratiques. Vous pouvez le faire, hein, il n'y a pas de souci. Il y a une procédure à respecter qui sont dans les règles de Calimeta, notamment demander les rapports d'audit à l'organisme qui vous a audité initialement, faire passer ça à un nouvel organisme d'audit, nous notifier à nous, Club Biogaz, mais c'est évidemment possible. Même si, du coup, c'est un peu moins évident car ce n'est pas le même auditeur qui se déplace et donc il doit redécouvrir l'intégralité de votre structure. Donc, pour la surveillance, personnellement, moi, je ne conseillerais pas, mais c'est possible. Et donc, enfin, pour finir, l'évolution des critères à horizon 2022. Donc, je vous ai présenté globalement hein, la philosophie de la grille 2019-2020. Calimeta, je vous ai dit, s'obtient pour 3 ans et nous, on est dans l'idée de le faire aussi évoluer tous les 3 ans. Donc, à horizon 2022, une nouvelle grille paraîtra avec de nouveaux critères et ces critères sont actuellement en discussion au sein du GT Calimeta, donc le comité d'amélioration continue.
et s'appliqueront du coup pour les premiers audits de renouvellement. Donc les tout premiers labellisés étaient labellisés en 2019, donc en 2022, ils vont passer sur la nouvelle grille. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de changer, de revoir la grille? Pas de la changer fondamentalement, mais de la revoir, notamment pour inclure plus de standardisation dans les pratiques. Introduire aussi des critères sur les performances, typiquement dans les contrats, parce que ça avait été remonté par les banquiers, les assureurs, les avocats, qu'aujourd'hui, Calimeta restait encore un petit peu trop léger sur la partie contractuelle. On ne peut pas aller trop loin non plus, et c'est un peu la difficulté de ce label, peut-être qu'on en reparlera dans les échanges derrière, c'est que on ne peut pas imposer des contrats types dans Calimeta, ce n'est absolument pas l'objectif. Néanmoins, il faut quand même essayer de s'accorder ensemble, toujours sur des bonnes pratiques, et de voir ce qui, dans les bonnes pratiques, peut être introduit dans un contrat. Introduire aussi des niveaux d'engagement. Donc, on s'engage sur une performance à tant de pourcents, par exemple. Je vous en reparlerai juste après. Des niveaux d'engagement aussi sur les montants des garanties des assurances. Et enfin, donc, on a introduit certains critères de maintenance et de maintenabilité, notamment pour faire le lien avec la partie exploitation des unités de méthanisation. Donc, c'est toujours voilà, le GT Calimeta qui se réunit là-dessus. Les critères sont proposés par CH4 Process, soumis au comité d'amélioration et vont être en discussion prochainement. Donc, les réunions ont eu lieu depuis septembre 2020. Nous sommes aujourd'hui, vous voyez, entre mars et mai, donc on est dans la phase de consultation par le comité d'amélioration qui sont en train de revoir l'intégralité de la grille, hein, qui est aussi plus importante en termes de contenu, parce qu'il nous a été demandé de préciser certains critères par les candidats à la première année. Et enfin, il y aura une phase d'audit pilote, alors à voir quand est-ce qu'on l'a fait. Avec retour sur la grille suite à ces audits pilotes, et application, donc je vous disais, en 2022. Donc, actuellement, nous sommes en phase de relecture des critères. Ils n'ont pas encore été validés. Donc, ce que je vais vous présenter juste après, c'est des projets, c'est des idées, mais rien n'a été arrêté. J'insiste bien là-dessus. Donc, quelques exemples de critères qui ont été proposés au comité. C'était véritablement de clarifier la position sur les torchères automatiques pour limiter les fuites de biogaz, les fuites de méthane notamment. Proposer aussi d'inclure systématiquement la torchère dans l'eau méthanisation et non pas dans l'eau valorisation. Proposer d'effectuer un comptage du biogaz qui est torché. Proposer des entretiens et des maintenances des soupapes de sécurité. Donc, encore une fois, pour faire le lien avec l'exploitation. Introduire des nouveaux dispositifs de contrôle, des caméras infrarouges justement pour vérifier les fuites de gaz et s'assurer qu'on a un bilan GES qui reste quand même vertueux. Proposer la couverture des digestats. Donc là, c'est pareil. Il y a aussi une forte inspiration, évidemment, sur la réglementation telle qu'elle est en train d'être revue aujourd'hui par l'administration, parce que Calimeta ne peut pas faire moins que la réglementation, tout simplement. Et pour ce qui est des niveaux d'engagement, donc pour les assureurs et banquiers, je vois qu'il y a des questions sur le coût du label, on y reviendra après. Donc, on introduit des niveaux d'engagement en demandant, par exemple, un certain pourcentage sur les montants couverts, d'introduire des franchises par sinistre. Jusqu'à présent, ça n'était pas pris en compte, quoi. Dans les niveaux d'engagement, voilà, je donne au hasard, mais dans les critères contrats B3, B8, B9, le B3 dit qu'il faut que maintenant les contrats soient rédigés bien en droit français, en particulier pour les entreprises étrangères. Dans le B8, on propose le respect de normes de consommation électrique par normométrie de biométhane injecté. On demande de respecter au moins 90% du potentiel méthanogène exprimé lors de l'étape de méthanisation. Donc, vous voyez que globalement, ça va quand même plus loin dans ce qui sera attendu des bonnes pratiques. Encore une fois, ceci n'est pas gravé dans le marbre et ça risque très certainement d'être lourdement débattu par le comité d'amélioration. Donc, voilà, ça reste encore à l'état de projet, mais l'idée, c'est quand même d'avoir des choses qui vont un petit peu plus loin en termes de bonnes pratiques pour justement montrer qu'on est quand même sur une filière d'énergie renouvelable qui reste vertueuse et que derrière, on a des projets qui se font bien et qui ne mettent pas à mal les porteurs de projets. Voilà. Donc, ce que je vous propose peut-être, vu que là, j'ai beaucoup parlé, là, vous avez une vision de ce à quoi ressemblera le guide Calimeta qui sortira et qui accompagnera la grille. Hein. Vous avez le titre, la dénomination du critère, qui est concerné par ce critère, pourquoi est-ce qu'on l'a introduit aussi, quel est le sens de ce critère-là. Donc, typiquement, sur l'entretien, les maintenances de soupapes de sécurité,
on dit vraiment qu'il a été créé pour que le futur exploitant ait toutes les infos nécessaires à l'entretien et à la maintenance des soupapes. Donc, c'est vraiment pour faire le lien avec l'exploitation, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on fera un webinaire dédié une fois que la nouvelle grille aura été décidée et arrêtée, si jamais ça vous intéresse. Je pense que vers fin mai, début juin, on pourra programmer ça. Et je vais m'arrêter là maintenant pour vous laisser un peu l'occasion de parler. Merci de votre attention. Du coup, Patricia, je prends les questions dans le chat. Oui, je te laisse faire. Tu veux que je te les annonce? Non, c'est bon, je les ai sous les yeux. C'est bon? Ok. Calimeta est-il aussi destiné à ceux qui valorisent le biogaz par cogénération? Oui, tout à fait. Tous les types de valorisation sont inclus. En fait, vous êtes dans le même onglet valorisation du biogaz, que ce soit de l'injection ou de la cogé, il n'y a pas de spécification du critère particulier. Donc oui. Peut-on, si l'on souhaite, avoir une reprise de structure une fois l'audit fait? Alors, je suis désolée, Marie Giguelet, je ne comprends pas trop le sens de la question. Vous pouvez me la reposer si vous voulez à l'oral. Je ne sais pas si c'était en lien avec les organismes d'audit, parce que je crois que la question est arrivée à ce moment-là, mais en tout cas, si c'est changer d'organisme d'audit une fois l'audit fait, oui, pas de souci, en respectant la procédure qui est notée dans les règles du label, histoire que tout le monde soit bien au courant du fait que vous vouliez changer. Du coup, je continue. Est-ce que si on est certifié en 2021, on doit refaire une certification avec les nouveaux critères sur 2022? Non, du coup, ce sera 3 ans plus tard, ce sera en 2024. Et j'en profite pour dire du coup que l'audit de surveillance, il se fera sur la base de la grille qui vous a servi lors de l'audit initial. Donc pour vous, ce sera la version 8.5 qui est aujourd'hui sur le site internet. Quel est le coût du label? Question qui revient souvent. Alors, vous avez le coût de l'audit, qui lui est facile à chiffrer, vu que voilà, c'est le seul qui est à peu près cadré, qui est entre 3 500 et 5 000 euros en fonction des organismes d'audit et de leurs prestations. Ensuite, il y a le coût de mise en place du label. Et là, ma réponse est systématiquement, ça dépend d'où vous partez. Si vous partez de zéro système qualité et aucun référent qualité qui peut vous aider à le mettre en place, dans ce cas-là, il va certainement falloir passer par un recrutement ou par un prestataire externe, donc coût à définir. Et sinon, si vous avez une personne qui peut allouer du temps à Calimeta, du coup, c'est cette personne-là, cette ETP-là qu'il faut réussir à chiffrer. Mais pour ce qui est des audits pilotes en 2019, parce que c'est là qu'on a une estimation du coût qui avait été faite pour une structure qui avait zéro système qualité et qui a dû partir de zéro, ils avaient estimé ça sur une année, je crois, à quand même 20 000 euros parce qu'ils avaient recruté quelqu'un spécifiquement là-dessus. Sachant que certaines entreprises choisissent aussi de recruter des stagiaires. Alors, bon, c'est à voir aussi. C'est vrai qu'un stagiaire ne connaît pas forcément toujours bien déjà l'esprit de l'entreprise, d'autre part la méthanisation, et donc ça peut aussi, du coup, entre guillemets, faire perdre du temps parce qu'il va nécessiter beaucoup de temps avec son maître de stage, et finalement, le maître de stage passera autant de temps que lui à mettre en place Calimeta. Une étude d'impact sera-t-elle faite pour estimer le surcoût pour le maître d'ouvrage des critères complémentaires envisagés? C'est une bonne remarque. C'est clair que, alors, normalement, le surcoût doit être contrôlé par justement les constructeurs, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études qui, de toute façon, s'ils sont tous Calimeta, n'ont pas intérêt à faire augmenter leur prix de trop. Mais de toute façon, comme on va dans le sens de la réglementation et que la réglementation, en l'état actuel des discussions, risque de faire augmenter le coût de production, c'est clair que l'étude d'impact qui sera réalisée pour les surcoûts réglementaires s'appliquera aussi à Calimeta in fine. Mais normalement, les critères Calimeta véritablement ne doivent pas faire augmenter de trop les coûts de construction. Pour ce qui est, par exemple, de la remarque sur les torchères automatiques, sujet que, bon, pour le coup, je maîtrise certainement moins bien que d'autres acteurs du GT Calimeta,
En fait, il avait été estimé que oui, changer une torchère manuelle pour une automatique de mémoire, dans ce que j'ai entendu, ça pouvait être chiffré à 2 000 €, entre 600 et 2 000 €. Mais par rapport aux fuites qui sont effectivement enregistrées, du coup, à la perte de chiffre d'affaires que cela engendrait sur les unités de méthanisation, c'était totalement amorti en quelques années. Mais très bonne question. Si un accident arrive, rupture de cuve, fuite non détectée, mauvais dimensionnement et problème de stockage, et qu'une non-conformité d'une entreprise labellisée est mise en compte, est-ce que le label peut lui être retiré immédiatement? Immédiatement, non. Parce qu'on part du principe qu'en fait, les litiges, qu'il y ait Calimeta ou qu'il n'y ait pas Calimeta, de toute façon, il y en aura toujours, parce qu'il n'y a qu'en faisant pas qu'il n'y a pas de litige. Donc, Calimeta est censé être là pour les limiter ou au moins pour améliorer la gestion de ces litiges ensuite derrière. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que si effectivement on nous dit, là, il y a cette entreprise-là qui a un litige et c'est lié au label Calimeta, nous, c'est déjà, il faut qu'on comprenne sur quels critères est-ce qu'on peut améliorer le label, sur quels critères éventuellement le label a été attribué à cette entreprise et au final, elle n'a pas respecté le critère tel qu'elle l'a montré à l'audit. Donc, ce ne sera pas immédiat. Dans tous les cas, il y aura une petite commission d'enquête qui sera réalisée par le comité de labellisation, mais ce ne sera absolument pas immédiat. Et l'idée, encore une fois, c'est de dire que, en fait, le litige, il sera là quoi qu'il arrive et Calimeta doit être capable de les limiter au maximum, mais il n'y aura jamais de risque zéro, ça c'est clair. Dans le cas de la cogénération, l'utilisation directe sur le site de méthanisation de la chaleur coproduite est-elle valorisée? Alors, spécifiquement dans Calimeta, je n'ai pas de mémoire qui est de critères là-dessus sur la valorisation de la chaleur fatale. Pas pris en compte en tout cas aujourd'hui, donc ça plutôt une question réglementaire. Les constructeurs de cuves peuvent-ils être certifiés? Je reconnais en plus le nom. En fait, initialement, c'est vrai qu'on est parti sur un label qui touche au process méta. Donc, même pour les maîtres d'œuvre, c'est les maîtres d'œuvre qui font aussi la gestion du process derrière. Moi, récemment, j'ai assisté à un audit où, en fait, c'est un maître d'œuvre génie civil qui fait du terrassement, qui a voulu candidater à Calimeta. Et ce qui a été assez intéressant, c'est de voir justement, du coup, l'allègement des critères, parce qu'il y a pas mal de critères qui ne s'appliquaient pas à lui. Mais, in fine, la démarche qualité était valable aussi pour ce maître d'œuvre génie civil. Et il a réussi à avoir un audit d'1 jour et demi qui démontrait ses bonnes pratiques, où certains critères spécifiques à son activité ont été passés en revue. Donc, je pense que pour les constructeurs de cuves, il faut qu'on se penche sur la question, mais à mon avis, vous allez pouvoir être certifié. Il faut juste qu'on trie les critères qui ne s'appliquent pas à vous et qu'on voit un petit peu mieux, du coup, ce qui peut être fait pour que vous ayez un audit quand même complet. Bonjour, à quel moment faut-il engager la démarche qualité sur un nouveau produit en cours de conception? Faut-il attendre d'avoir des retours d'expérience? Je pense qu'une démarche, alors la démarche qualité, elle est bien sur votre entreprise et votre gestion de projet, elle n'est pas spécifiquement sur des produits et services. Donc, je pense qu'il n'y a pas de moment opportun pour engager une démarche qualité. Vous pouvez le faire dès maintenant parce que normalement, les bénéfices qu'il y a derrière, même dans le fonctionnement de votre entreprise, vont arriver très vite. Donc, n'hésitez pas à vous y mettre. Visez-vous une extension de label à d'autres prestataires, par exemple banque et assurance? Alors, banque et assurance aujourd'hui, non, ce n'est pas du tout dans les discussions. Les questions planent surtout autour des activités de maintenance parce que beaucoup de constructeurs font de la maintenance, donc voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut encore plus introduire de critères de maintenance derrière, notamment dans les contrats. Et sur la partie exploitation non agricole, parce qu'aujourd'hui, il existe déjà, on va dire, un label exploitation agricole par la charte AMF. Donc, peut-être que Calimeta aurait vocation à s'étendre à l'exploit, mais hors scope de l'AMF, on va dire. Pour le moment, j'ai fini les questions. Si certains en ont d'autres, n'hésitez pas, chat ou même micro. Je pense, Patricia, on peut s'autoriser des questions par micro. Ah,
Pour combien de Oui, temps bien sûr, l'attestation chacun peut d'engagement prendre la est-elle parole. Ouais. Alors, pour combien de temps l'attestation d'engagement est-elle valable? J'ai fait valider avec l'ADEME parce que du coup, c'est eux initialement qui demandaient cette attestation d'engagement. La dernière version que je fais, et après il n'y en aura plus, c'est on s'engage à être labellisé au cours de l'année 2021. C'est-à-dire que si en 2022 vous n'êtes pas labellisé, là il n'y a plus d'attestation de Calimeta qui tiennent. Je vous ai dit initialement c'était 2020, puis ensuite ça a été déporté premier trimestre 2021, et dans les faits, en fait, il faut du temps pour mettre en place ce label malgré tout. Il lui a fallu du temps aussi pour se faire connaître. Mais voilà, passé 2021, elle est caduque. Envisagez-vous des notes du label au-delà du label exemple A, B? C'est une bonne idée pour le coup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, on reste sur on l'a ou on l'a pas. Et oui, non, on l'a ou on l'a pas. C'est tout. Mais c'est vrai qu'introduire un degré de notation supplémentaire apporterait des informations, mais c'est bon. J'ai envie de dire, le candidat le sait de toute façon, s'il a des non-conformités, qu'il doit les lever pour sa surveillance ou à minima pour son renouvellement. Donc, c'est des choses qui sont un peu sues en interne. Est-ce que vous avez prévu un enregistrement du webinaire? C'est le cas, c'est enregistré. Dans l'amélioration, il commence à être question de maintenance-exploitation. Oui, un regard sur la future déconstruction-démolition sera-t-il abordé? De même, très bonne remarque, et jusqu'à présent, on n'y songeait pas non plus. Donc, je me le note, effectivement. Ça peut être intéressant de prévoir l'après-méta et comment on gère ça. J'attends encore un petit peu, n'hésitez pas. Confirmez-vous que l'auditeur, dans le cadre d'un audit de certification, ne se déplace pas sur le chantier? Oui, je le confirme. On nous a, oui, je reconnais. On nous a beaucoup posé la question. D'ailleurs, je pense que certains aimeraient voir les auditeurs se déplacer sur le terrain, mais tout comme certains aimeraient que les auditeurs soient des experts en assurance, soit des banquiers, soit bref. Et donc, encore une fois, c'est pas l'objectif de Calimeta de faire de la contre-expertise d'assurance, de banque ou de contrôleur technique. Et sachant qu'encore une fois, il faudrait des auditeurs qui soient hyper compétents pour aller se déplacer sur un chantier, analyser un chantier. Et donc aujourd'hui, on reste vraiment sur un label qualité. Ce qui fait aussi que le coût de Calimeta, qui déjà est assez conséquent, 3 000 à 5 000 euros, ne s'élève pas à 10 000 euros, par exemple. En quoi est-ce que le fait de ne pas être certifié pourrait bloquer le développement et financement d'une entreprise? Alors, je pense que ça dépend aujourd'hui quelles sont les instances qui demandent Calimeta, qui exigent, on va dire plutôt Calimeta, sachant que typiquement, j'ai l'exemple de l'ADEME parce que c'est avec eux que je traite le plus, mais initialement, ils s'étaient arrêtés sur Calimeta. En réalité, ils disent bien ou démarches équivalentes. Donc, vous avez d'autres systèmes qualité qui peuvent être aussi reconnus. J'ai beaucoup cité l'ISO 9001 parce que c'est celui que je commence à le mieux connaître, pardon, mais il y a d'autres certifications entreprises qui valent aussi. Donc, ça, c'est à discuter aussi avec eux. Calimeta, c'est un label parmi d'autres. Et si demain, il y a un autre label méthanisation qui apparaît, certainement aussi qui sera tout à fait valable. Donc, ça dépend de si voilà, les instances s'arrêtent sur strictement Calimeta ou non. Après, si le label commence à avoir de la notoriété et que vos porteurs de projet vous demandent si vous l'êtes et eux-mêmes peut-être derrière diront bah, on préfère que vous soyez Calimeta ou non, là aussi ça peut être bloquant. Là, l'avenir nous le dira, mais pour le moment, voilà, ce label a le mérite d'exister, a le mérite d'être spécifique méta. Pour autant, il y a d'autres façons de montrer qu'on fait du bon travail aussi, outre Calimeta.
J'attends encore un petit peu. Pas d'autres questions? Bon. Ah si. L'AMF fait partie du comité de labellisation. Envisage-t-elle l'intégration de Calimeta à sa charte pour les méthaniseurs? Obligation de travailler avec des entreprises labellisées. Alors, je sais que l'AMF est en train de retravailler sa charte actuellement. On a été convié, Club Biogaz, à cette réunion de charte, mais avant qu'ils discutent véritablement des critères charte, mais pour faire une présentation de Calimeta, voir justement le lien avec l'exploitation. Donc, bon, moi, je n'ai pas toutes les informations sur la charte AMF, mais possiblement que oui, ils commenceront à le regarder aussi. Mais c'est pour ça aussi qu'ils participent au comité d'amélioration et qu'ils ont une vue sur les critères, parce que comme ça, ils voient un peu ce qui se fait niveau qualité, le lien avec justement leur métier à eux et les constructeurs. Donc, mais bon, la décision leur revient à la fin de voir s'ils restreignent à Calimeta ou pas. La solidité financière des entreprises chargées est-elle vérifiée? Alors, dans le dossier de candidature, il y a effectivement des critères financiers qui sont regardés. Alors, de mémoire, il y a la rentabilité, entre autres, rentabilité de l'entreprise. Alors, c'est que des petits sigles, évidemment, je ne les ai plus en tête maintenant, mais c'est regardé, effectivement. Après, il ne faut pas que ce soit non plus trop bloquant. Je m'explique, on demandait, je ne sais plus, des taux de rentabilité de 25% du chiffre d'affaires. J'essaie de me rappeler. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup d'entreprises n'atteignaient pas ces critères-là de 25%, qui sont des critères qui sont des critères qui avaient été définis par les banques. Hein. Ça ne veut pas dire que ces entreprises n'ont pas été labellisées, parce que ce qu'on demande aussi à l'auditeur derrière, c'est lui de voir par la discussion avec l'entreprise s'il y a un véritable risque financier ou non. Et une des raisons aussi pour lesquelles on a demandé à BPI France de rejoindre le comité de labellisation, c'était d'avoir un œil un petit peu expert sur ces critères-là. Et donc, si l'auditeur estime qu'il peut y avoir on va dire une structure financière un peu légère, il le note dans le rapport d'audit et ensuite on en discute au comité de labellisation, notamment avec BPI France, qui sont les mieux placés pour se positionner sur ce sujet. Quand on est une entreprise multifilière, peut-on mutualiser la démarche Calimeta et ISO 9001? Exemple, est-ce que je dois rédiger une politique qualité spécialement pour la filière méta? Dois-je mener une revue de direction spécifique? Alors, vous pouvez tout à fait coupler les deux. De mémoire, l'ISO 9001 s'obtient sur une activité, justement, sur un ensemble d'activités particuliers. Comment ils appellent ça, les auditeurs? Le chapitre méthanisation, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez coupler et dire on a la même revue de direction, il n'y a pas de souci, mais il faut que vous obteniez bien votre ISO 9001 sur votre activité de méthanisation. Et vous pouvez même, du coup, demander à faire l'audit le même jour. Et dans ce cas-là, c'est pareil, vous avez des mécanismes d'allègement du temps d'audit dès lors que vous faites et l'ISO 9001 et Calimeta ensemble. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous obtenez l'ISO 9001 sur d'autres activités, sur du photovoltaïque par exemple, dans ce cas-là, non, ça ne va pas pouvoir être couplé. Certains constructeurs proposent des contrats clés en main comprenant de la maîtrise d'œuvre. Doivent-ils obtenir les deux qualifications? Alors, non, parce que, en fait, le clé en main, il a déjà les critères de maîtrise d'œuvre qui s'appliquent. Le clé en main, c'est la fusion de la grille maître d'œuvre et constructeur. Donc, s'il obtient son label clé en main, enfin contractant général, il a déjà été audité sur l'intégralité des critères de la grille, à l'exception de ceux des AMOU.
Donc, il ne doit pas obtenir les 2 qualifications. On se laisse encore, je vois qu'il est 57, donc on a encore 3 minutes. Hein, si il y a d'autres questions. J'espère que c'était clair déjà jusqu'à présent. Bon, bah super. Bon, merci beaucoup. Quand on aura fixé la date du prochain webinaire, qui dépend aussi beaucoup des retours du comité d'amélioration qui doivent avoir lieu là au cours du mois d'avril-mai, vous serez évidemment prévenus et on rentrera un petit peu plus dans le détail de ce que comportera Calimeta donc 2022-2026, si je ne dis pas de bêtises. Le webinaire a été enregistré, donc il sera mis sur la chaîne de la T2E de mémoire. Voilà. Merci beaucoup Patricia pour ton support. Et je vous dis au revoir à tous. Merci et bonne journée. Merci à tous et à bientôt.